Bonjour téléspectateurs de l'émission La chaîne RTV et du magazine Thomas Congo. Nous vous remercions de votre présence nombreuse devant vos petits écrans. Nous avons parlé la fois passée du processus de la vision. Nous allons parler aujourd'hui des antioxydants en rapport avec le processus de la vision. On avait parlé de ceci. Que se passe-t-il dans la carence en vitamine A? Planche numéro 24. Planche numéro 24. Que se passe-t-il dans la carence en vitamine A? Il y a moins de rétinol. Il y a moins de rétinol disponible et moins de 11,6 rétinal groupe procétique chromophore qui absorbe la lumière du pigment visuel. Le cycle de régénération est bloqué. Résultat, la rhodopsine n'est plus régénérée et donc les bâtonnets inactifs deviennent inactifs. On entre dans ce qu'on appelle la nyctalopie ou cécité nocturne. Planche numéro 25. Particularité avec les cônes. Les cônes utilisent un cycle similaire mais semblent pouvoir aussi utiliser un cycle alternatif plus localisé dans les cellules de Müller, les rendant moins sensibles aux carences modérées de rétinol qui est la forme active de la vitamine A dans les corps qui est transportée dans le sang par une protéine spécifique appelée protéine de liaison du rétinol to bind, RBP, Retinol Binding Protein. Bon, planche numéro 28, on a dans les processus qui utilisent la vitamine A. Il y a d'abord la vision, qui est le 11,6 rétinal, planche numéro 28, qui est le 11,6 rétinal dans les pigments visuels. Donc, le 11,6 rétinal dans les pigments visuels s'associe avec l'opsine pour donner la rhodopsine ou les photopsines. La vitamine A intervient aussi dans l'immunité, outre les processus de la vision, ça intervient aussi dans l'immunité. Dans l'immunité, il intervient sous la forme d'acide tout trans-rétinoïque. Elle intervient aussi dans la croissance cellulaire, planche numéro 29. Elle intervient aussi dans la croissance cellulaire des tissus osseux, musculaires, nerveux et épithéliaux, et dans le développement embryonnaire qu'on appelle organogénèse. Les deux processus utilisent l'acide rétinoïque, la forme de vitamine A qu'on appelle acide rétinoïque. Planche numéro 30. Le processus utilisant la vitamine A suite. La vitamine A est utilisée dans la différenciation cellulaire et dans la régularisation génétique. L'acide rétinoïque, forme active, se lie à des récepteurs nucléaires RAR, RXR et régule l'expression de centaines de gènes. La vitamine A contrôle aussi la différenciation des cellules, notamment les cellules de la peau, des muqueuses et du système immunitaire. La différenciation, c'est ce qu'on appelle la spécialisation des cellules. Au début, on a une seule cellule, l'ovocyte, et à partir de cette cellule-là, ovocyte unique, il y a prolifération, ça multiplie, et chaque partie de la cellule qui est fille, il y en a qui forment les yeux, d'autres forment la colonne vertébrale, d'autres forment les nerfs, d'autres forment les cheveux, d'autres forment la peau, la langue, tout ça. C'est ce qu'on appelle différenciation des cellules. Planche numéro 31, processus utilisant la vitamine A suite. La vitamine A est aussi utilisée dans la santé de la peau et des muqueuses. C'est la forme acide rétinoïque de la vitamine A qui s'occupe de cette tâche-là. Elle maintient donc la structure et la fonction des épithéliums, de la peau, des yeux, des poumons et des intestins. Elle est aussi utilisée en dermatologie dans les acnés, psoriasis et le vieillissement cutané. Planche numéro 32. Elle intervient aussi dans la reproduction sous la forme de rétinol et acide rétinoïque. Chez l'homme, elle intervient dans la spermatogénèse et chez la femme, elle intervient dans la croissance placentaire et le développement embryonnaire. Planche numéro 33. La phototransduction toujours, photoprocessus utilisant les quoi. Antioxydant, forme provitamine bêta-carotène. Le rétinol lui-même n'est pas un antioxydant puissant par rapport à sa forme provitaminique, qui est la bêta-carotène, qui neutralise mieux les radicaux libres et protège les cellules du stress oxydatif. Maintenant, on a parlé du processus des radicaux libres, du processus des antioxydants, des rétinols, tout ça, des radicaux libres. On va essayer d'approfondir ce sujet parce que ce jour-ci, c'est du temps, on parle beaucoup des antioxydants. Donc, on va entrer un peu dans la parenthèse des antioxydants et des réducteurs. Planche numéro 34. Devant cette vague presque scélérate d'antioxydants que nous traversons, il y a lieu de nous naufrager un peu dans cette mer des radicaux libres, espèces oxygénées réactives, les réducteurs et antioxydants. Planche numéro 35. Un petit mot sur les radicaux libres, agents oxydants. Les radicaux libres, bon, on va différencier d'abord ce que c'est qu'un groupe. C'est une structure fixée sans électrons libres.
Radical libre ou radical tout court, c'est une espèce libre, avec un électron non apparié, c'est-à-dire un électron qui manque. Et on peut parler d'électron non apparié, électron célibataire, électron singleton. Donc, on doit différencier groupe radical libre et espèce oxygénée réactive. C'est ça qu'on va développer par la suite. Planche numéro 36, groupe radical libre, espèce oxygénée, oxygénée. On va parler de groupe. Groupe ou groupe fonctionnel. Un groupe est un ensemble d'atomes attachés à une molécule qui confère certaines propriétés chimiques caractéristiques à cette molécule. Il n'implique pas nécessairement de réactivité particulière en tant qu'espèce libre. Exemple des groupes, les groupes hydroxyle OH, le groupe méthyle CH3, les groupes carboxyle COOH. Planche 37. Toujours on parle des groupes. Un groupe doit être fixé à une molécule et ne peut normalement pas vivre seul, en solution ou dans l'air. On l'utilise surtout pour décrire la structure ou la fonctionnalité d'une molécule. Donc un groupe ne peut pas exister toute seule comme ça, comme la molécule d'eau, la molécule de je ne sais pas quoi. Le groupe est toujours fixé à une autre partie pour former toute une molécule entière. Planche 38. Maintenant, c'est les radicaux libres. On peut parler de radical ou radical libre. Les radicaux libres, radical libre ou radical tout court. Planche 38. Un radical libre est une espèce chimique possédant un ou plusieurs électrons non appariés, c'est-à-dire singletons. Ces espèces sont très réactives car les électrons non appariés cherchent à se stabiliser en formant des liaisons. Exemple de radical libre, le radical méthyle, là c'est radical libre, avec un électron célibataire sur le carbone. Le radical hydroxyle, là aussi c'est un radical libre qui forme les histoires, les processus d'oxydation, tout ça qu'on doit combattre avec les antioxydants. Planche numéro 39, le groupe ou radical libre. Les radicaux sont souvent des intermédiaires réactionnels dans les mécanismes de réaction comme la combustion ou les réactions de polymérisation. Planche numéro 40. La polymérisation, c'est quand plusieurs petites molécules doivent se rassembler ensemble pour former une grosse molécule ou macromolécule. Planche numéro 40. Les groupes benzyle, par exemple, par rapport au radical benzyle. Il y a un groupe benzyle et un radical benzyle. Le groupe, on a dit que ça doit nécessairement exister dans une structure moléculaire. Tandis que le radical, il peut être libre et puis il est assoiffé d'électrons. Il aspire les électrons des autres substances. Par exemple, ça peut aspirer des électrons des protéines utiles dans le corps. Ça peut aspirer des électrons des chromosomes. Ça peut aspirer des électrons des graisses, de tout ça. Et c'est comme ça que c'est très dangereux parce que ça altère les substances utiles dans l'organisme. Donc, je reprends. Il y a le groupe benzyle et le radical benzyle. Le radical se fixe et le groupe est nécessairement dans une cellule. Le radical est libre et est à la recherche, à la poursuite des électrons. Pourquoi le groupe benzyle n'est pas un radical? Toujours planche 40. Le groupe benzyle est une partie d'une molécule constituée d'un cycle benzénique, un noyau phényl lié à un CH2-. Ce groupe est souvent lié à une autre entité dans une molécule, par exemple un hétéroatome, un alcool, etc., par une liaison covalente normale et n'a pas d'électron célibataire. Donc, ça fait partie constituante d'une molécule. Elle ne peut pas être détachée. Si elle détache, elle perd ses propriétés de radical. Planche 41, groupe benzyle, maintenant on parle de radical benzyle. À la différence du radical benzyle, du groupe benzyle, le radical benzyle, qui est de CH2, C6H5, notez la différence de notation. Le radical se note avec un point, tandis que le groupe se note avec un trait d'union. Donc le radical benzyle, CH2, C6H5, lui, est la même structure, mais avec un électron non apparié sur le carbone méthyle, CH2. Le radical benzyle est donc une espèce très réactive qui intervient dans certains mécanismes réactionnels comme des substitutions radiculaires ou des réactions d'initiation de polymérisation. Polymérisation, comme on a dit, c'est l'association de plusieurs molécules qui se fusionnent et donnent une macromolécule, une molécule plus vaste, plus longue. Planche numéro 42. Maintenant, on va parler des espèces oxygénées réactives. Donc, on fait la différence entre groupe radical libre ou espèces oxygénées réactives. On parle des espèces oxygénées réactives. C'est quoi? Espèces oxygénées réactives, donc planche numéro 42, EOR ou Reactive Oxygen Species, en anglais AOS. Les espèces oxygénées réactives
sont un groupe plus large de molécules contenant de l'oxygène qui sont chimiquement réactives. Elles incluent les radicaux libres et des espèces non radiculaires mais oxydantes. Donc, en résumé, on peut dire que les espèces oxygénées réactives sont des radicaux libres qui comportent un atome, dont ils comportent au moins un atome d'oxygène à leur sein. Les radicaux libres qui comportent un atome d'oxygène. Alors, ça devient qu'on appelle espèces oxygénées réactives, mais ce sont des radicaux libres spéciaux. Planche numéro 43, groupe radical, on est dans les espèces oxygénées réactives. Espèces oxygénées réactives, exemple d'espèces oxygénées réactives radiculaires, les OH radical oxyde, notez la différenciation. Ici, c'est avec un point, ce n'est pas avec un trait d'union. Oxygène ionisé, avec un point, pas avec un trait d'union. Le monoxyde d'azote avec un point. Là, ce sont des espèces oxygénées réactives. Notez que partout là-bas, nous avons un atome, au moins un atome d'oxygène. Planche numéro 44, toujours les espèces oxygénées réactives. Exemple de d'autres exemples de ROS non radiculaires, c'est-à-dire espèces oxygénées réactives. Nous avons le peroxyde d'oxygène, ce qu'on appelle eau oxygénée. Nous avons l'oxygène singulier, c'est-à-dire une molécule d'oxygène avec un manquant d'électrons. HOCl, acide hypochloreux. Tout ça, ce sont des espèces oxygénées réactives, c'est-à-dire des radicaux libres qui comportent au moins un atome d'oxygène en leur sein. Planche numéro 45, toujours espèces oxygénées réactives. Ces molécules sont souvent produites dans les cellules vivantes et peuvent participer à des réactions utiles, défense immunitaire, mais aussi elles peuvent provoquer des dommages, par exemple les stress qu'on appelle stress oxydatif, le vieillissement cellulaire et tout ça. Planche numéro 46, les groupes, toujours espèces oxygénées réactives, on fait un petit résumé comparatif. Les radicaux libres, l'espèce oxygénée, la définition des radicaux libres, espèce avec un électron non appareil, c'est-à-dire électron libre, électron singulier, électron libre, électron célibataire. C'est-à-dire que l'espèce oxygénée, c'est toute une molécule réactive à base d'oxygène. Les radicaux libres ne contiennent pas nécessairement l'oxygène. On a vu que ce sont les radicaux libres, espèces oxygénées qui contiennent l'oxygène. Les autres radicaux libres qui n'ont pas d'oxygène sont des radicaux libres tout court. Donc, les radicaux libres n'ont pas toujours l'oxygène, tandis que les espèces oxygénées contiennent nécessairement donc toujours de l'oxygène. Électrons célibataires, oui, pour les radicaux libres, les électrons célibataires, c'est libre ou libre. Espèce oxygénée, il peut contenir une oxygène libre, un électron libre ou pas, selon les cas. Les exemples, on a déjà vu. Maintenant, on passe à la planche 47. On fait un petit synopsis, donc un petit rappel. Tous les radicaux libres ne sont pas des espèces oxygénées. Tous les radicaux libres ne sont pas des espèces oxygénées. Il y en a qui ne sont pas des espèces oxygénées. Toutes les espèces oxygénées ne sont pas des radicaux libres. Pour être radical libre, il faut pas avoir, pour être radical libre, il faut avoir un manquant d'électrons. On manque d'électrons, alors on aspire, on est à la requête, en quête d'électrons chez les autres substances, on leur ravit leurs électrons. Ça, c'est un radical libre. Il est très assoiffé d'oxygène, il est très colérique. Tandis que les espèces oxygénées, il y en a qui sont des radicaux libres, il y a des espèces oxygénées qui ne sont pas des radicaux libres. C'est comme ça qu'on dit toutes les espèces oxygénées ne sont pas des radicaux libres. Il y en a qui sont des radicaux libres, d'autres non. Il y a chevauchement entre les deux notions quand il s'agit des radicaux contenant de l'oxygène. Là, on a déjà expliqué, ici c'est un synopsis, donc un rappel, un résumé. Planche numéro 48, les antioxydants. On entre maintenant dans la profondeur de notre sujet, on parle des antioxydants. Définition d'un antioxydant. Un antioxydant, on va ralentir la vitesse parce que maintenant c'est vraiment le sujet. Un antioxydant est une substance capable, planche numéro 48, est une substance capable de neutraliser ou d'inhiber l'action des espèces oxydantes, comme les radicaux libres ou les espèces oxygénées réactives, en prévenant ou en ralentissant les réactions d'oxydation. D'un point de vue chimique, un antioxydant est généralement une molécule réductrice, c'est-à-dire capable de donner un ou plusieurs électrons ou un atome d'hydrogène à une espèce oxydante sans devenir elle-même dangereusement réactive. On a vu que le radical libre est assoiffé d'électrons. Donc, il cherche son électron partout, quelle que soit la substance, même si c'est une substance noble de l'organisme, que ce soit un chromosome, que ce soit une protéine membranaire, que ce soit une protéine de muscle, que ce soit un enzyme, que ce soit quoi.
là où il trouve l'électron qui peut il ravit. Alors, un antioxydant, c'est quoi? C'est une substance ou un radical qui prête son électron au radical libre pour que le radical libre cesse d'être envahissant, d'être agressif. Mais lui-même, en perdant son électron, il n'est pas assoiffé d'électrons. Donc, il calme le radical libre tout en apaisant la situation parce que lui n'est pas trop assoiffé d'électrons, il ne cause pas de dégâts, donc il stabilise la situation. La situation devient normale et le danger passe. C'est comme ça qu'on les appelle antioxydants. Parce que le radical libre, en absorbant un électron, il oxyde la substance d'où il a eu l'électron. Donc maintenant, l'antioxydant, lui, il cède l'électron sans devenir dangereux en perdant son électron. C'est comme ça qu'on l'appelle antioxydant. Maintenant, tout le monde sait ce que signifie antioxydant. On passe à la planche 49. Planche 49, synopsis. Tous les radicaux libres ne sont pas des espèces oxygénées. Toutes les espèces oxygénées ne sont pas des radicaux libres. Il y a chevauchement entre les deux notions quand il s'agit des radicaux contenant de l'oxygène. Planche 48. Je pense que là, on a fait... Planche 48, un antioxydant, tout ça. Planche 49. Planche 49, antioxydant suite. Planche 49, antioxydant suite. D'un point de vue chimique, un antioxydant est généralement une molécule réductrice. C'est-à-dire capable de donner un ou plusieurs électrons ou un atome d'oxygène à une espèce oxydante sans devenir elle-même dangereusement réactive. On a déjà dit ça. Planche numéro 50. D'un point de vue chimique, un antioxydant est généralement une molécule réductrice, c'est-à-dire capable de donner un ou plusieurs électrons ou un atome d'hydrogène à une espèce. Ça, c'est un doublon. Planche 51. Antioxydant suite. Dans le contexte biologique, un antioxydant protège les cellules, les protéines, les lipides, ADN. Ce sont là les molécules auxquelles un agent réaction, comment disons, radical libre. Ce sont là les molécules qui sont attaquées par les radicaux libres. Les cellules, les protéines, les lipides, les ADN. ADN, c'est constituant de chromosomes. Donc, l'antioxydant, en donnant son électron au radical libre, il protège les cellules, les protéines, les lipides, les ADN. Vous savez que ce sont les constituants essentiels de l'organisme vivant. Quand ces substances-là sont altérées, il n'y a pas tellement la vie, il y a la maladie et puis il peut s'en suivre la mort. Donc, il protège les radicaux et les antioxydants, protège les cellules, les protéines, les lipides, ADN contre les dommages oxydatifs. Il peut être endogène, c'est-à-dire produit par l'organisme, ou exogène, c'est-à-dire apporté par l'alimentation, à partir de l'extérieur. Alimentation bien comprimée ou injectable. L'antioxydant peut agir directement en piégeant les radicaux. Il peut agir aussi indirectement en activant des enzymes protectrices. C'est-à-dire il peut lui-même s'attaquer au radical libre. Un antioxydant peut s'attaquer au radical libre. Là, il agit directement. Comme il peut s'attaquer indirectement, il peut activer les enzymes qui s'attaquent au radical libre. Par exemple, le SO2 superoxyde dismutase, c'est une enzyme qui s'attaque au radical libre. Maintenant, c'était les substances qui activent le SO2 là, on les appelle des antioxydants indirects. Planche numéro 52, exemple d'antioxydants. Les directs, c'est-à-dire qui s'attaquent directement au radical libre. Il y a par exemple la vitamine C, le glutathion, la mélatonine, qui donnent un électron. Comme on avait dit, les antioxydants donnent leur électron au radical libre pour apaiser sa colère, sa soif d'électrons, mais lui-même, en perdant son électron, ne devient pas aussi dangereux que le radical libre. Donc, c'est un élément protecteur. En calmant le radical libre, lui-même ne devient pas dangereux et la situation dans l'organisme devient plus sécurisante. Les radicaux libres indirects, souvent ce sont des éléments, le zinc, le sélénium, qui est cofacteur d'enzymes, antioxydants comme la SO2, on avait dit, superoxyde dismutase. Le zinc stimule l'enzyme superoxyde dismutase qui s'attaque aux radicaux libres. Donc, le zinc est un antioxydant indirect. Il y a la catalase aussi qui sont activés par le zinc. Donc, les zinc et le sélénium sont des antioxydants indirects. Tandis que les SO2 superoxyde dismutase et les catalase sont des antioxydants directs parce qu'ils s'attaquent directement au radical libre. Tandis que les zinc et le sélénium stimulent les deux enzymes là, superoxyde dismutase, SO2 et la catalase.
planche numéro 53, antioxydant par rapport à d'autres éléments. Antioxydant par rapport à réducteur. Toute molécule qui donne des électrons est un antioxydant, est un cas particulier de réducteur qui agit contre l'oxydation biologique délétère. Tout donneur d'électrons, c'est un... tout donneur d'électrons, c'est un réducteur. On voit ça souvent dans les enzymes, par exemple HNH++, là, tout ça, dans les réactions d'oxydoréduction. Il y a des réducteurs, il y a des substances qui prennent les électrons. Mais tous ne sont pas des antioxydants. Il y a des réducteurs qui favorisent des réactions chimiques tout en n'étant pas un antioxydant. Maintenant, on a vu le réducteur. Il ne faut pas confondre non plus. Antioxydant, toujours page 53. Il ne faut pas non plus confondre antioxydants et les molécules anti-inflammatoires. Les molécules anti-inflammatoires agissent sur d'autres mécanismes parfois liés à l'oxydation, mais pas toujours via un effet réducteur. Bon, nous sommes presque à la fin de notre minute. Nous arrêtons là, nous allons faire la suite après parce que nous avons commencé à arrêter parce que l'ordinateur avait un problème. La pile ne fonctionnait plus, on a dû la chercher la pile ailleurs pour faire démarrer l'ordinateur. Nous remercions les téléspectateurs. La prochaine fois, nous allons continuer là où nous sommes arrêtés. Et nous sommes très ravis de vous connaître nombreux à suivre nos émissions à partir de vos commentaires, de vos critiques, de vos aspirations. Et par exemple, quand vous demandez les illustrations, nous tenons compte de tout ça, nous vous remercions. Et nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois, le mardi, ça sera encore un direct vers 10h, 10h30. Et nous vous prions aussi, ceux qui sont disposés et qui veulent parler, ils peuvent aussi prendre contact avec nous pour présenter leur sujet. Nous sommes ravis d'apprendre aussi des autres, d'entendre aussi des autres parler. Nous vous remercions et vous disons au revoir à la prochaine fois.